La vidéo qui va suivre vous est proposée avec amour et bienveillance. Elle traite d'un sujet tabou et donc très peu proposé pour accompagner nos animaux et nos maîtres. Pourtant, eux aussi dans la souffrance physique ou psychologique. Physique lorsque la vie nous cloue au sol dans la douleur et nous empêche de nous envoler. Léger et sans douleur, là où nous sommes rappelés. De quitter ce corps devenu trop lourd et chargé au fil du temps, ou parfois simplement incommode. Souffrance psychologique lorsque l'on s'entête et que l'on s'attache à la vie malgré tout, au travers d'une douleur interne et d'une crainte de l'inconnu. De se dire adieu ou au revoir, d'accepter l'inacceptable, mais l'indispensable. Ce que l'on ne peut contrôler. Remercier notre meilleur ami, lui ou celle qui a partagé plusieurs années de notre vie, cet être qui vous a tantôt fait vivre des bêtises, tantôt soutenu dans les moments difficiles de la vie, tantôt reconnecté avec la nature et la valeur du présent. Je n'étais pas d'accord pour faire cette vidéo. Ce sujet est si difficile pour moi, alors combien il doit l'être pour vous. Mais combien êtes-vous à vous sentir seul, où que vous soyez? Combien êtes-vous à ne pas savoir non plus, ou à avoir su, et à ne pas réussir pourtant à faire le deuil? La mort est un sujet omniprésent chez nous. On a conscience à la maison qu'elle peut intervenir à tout moment, sans que nous ne nous y attendions ou la préparions, qu'elle peut suspendre nos sourires et nos rires en une fraction de seconde. Pourtant, nous essayons de nous y préparer aussi, parce qu'un accident indépendant de notre volonté ou du prévisionnel est si vite arrivé. Avec une meute de 8 chiens, nous sommes conscients que chaque moment est précieux et unique. Nous ne voulons pas avoir de regrets ou de vide quand sonnera l'heure que nous redoutons le plus dans notre vie actuellement. Alors nous faisons le maximum pour eux, chaque jour. Surtout qu'ici, ils rythment entièrement nos vies. Vivre avec un grand V. Voilà notre façon de nous préparer à la mort. Les rendre heureux et leur offrir la meilleure vie possible. Faire le maximum. La mort me fait peur, je ne vais pas vous mentir. J'y ai été confrontée de justesse à plusieurs reprises et j'ai vu bien des personnes mourir sous mes yeux. Sauvée toujours in extremis, je tente de remercier la vie chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que je peux lever les yeux au ciel, avoir conscience de ce qui m'entoure et au-delà. Chaque fois que je peux respirer profondément et sans souci, avoir de l'air dans mes poumons, ou que l'on me fait tout simplement sourire ou rire. C'est précieux. Ce n'était simplement pas l'heure pour moi, mais ce sera l'heure un jour pour nous tous. De dire adieu ou au revoir, qui sait. Si vous prenez un instant pour lever les yeux au ciel, au-delà de votre quotidien, de vos problèmes et d'observer une nuit étoilée, vous comprendrez alors que nous ne sommes rien et que tout ce qui nous entoure n'est que magie et immensité sans frontières. Alors oui, vous avez le droit de choisir de dire simplement mais intensément merci et simplement au revoir. Profite un maximum de cette nouvelle jeunesse qui t'attend, cours, explore et dans tous les cas, je te retrouverai, on se retrouvera. Parce que tout était si réel entre nous. Ce lien qui nous unit n'est pas physique. D'ailleurs, il ne l'a jamais été, on le sait. Il va bien au-delà. Il est indestructible et perdurera. On ne pourra jamais nous séparer dans le fond des choses. Nos âmes sont liées. Malgré cet état de fait, j'en suis consciente. Viendront les nuages et la pluie. Nous ne verrons alors plus les étoiles, même si pourtant elles nous entourent jour et nuit. Soyons-en conscients, la douleur est réelle, comme les nuages et la pluie, une sorte de trompe-l'œil momentanée. La douleur peut être criante ou silencieuse. Notre gorge se serre, notre estomac se noue et on sent que quelque chose en nous a laissé un vide, un trou dans notre poitrine extrêmement douloureux que seul le temps pourra alors soulager. Aucun médicament, aucun autre animal, aucun ami ne pourra combler ce vide. On le sait, mais parce qu'en fait cette place est toujours occupée. Elle le sera toujours au fond de vous, justement parce que ce lien perdure et ne doit pas être remplacé. Il faudra alors que le temps vous permette simplement de traverser ces étapes si difficiles, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Mes amis, accepter, ce n'est pas renoncer. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Le lien ne se brise jamais, il vous appartient. Voilà pourquoi tout simplement, personne ne comblera ce vide ou ne le remplacera. Ce n'est pas son rôle. Le vide est simplement toujours occupé, mais il est en souffrance. L'humain se raccroche au physique. Mais n'oubliez pas de lever les yeux au ciel dans cette nuit étoilée et de repenser à la magie qui nous entoure et à l'inexplicable. Oubliez le physique. Nous ne sommes pas simplement ce que nous pouvons voir ou toucher. Vous le savez mieux que quiconque, qui n'a jamais été séparé plusieurs années par la distance ou autre. Lorsque vous vous retrouvez, rien n'a changé parfois, et ce lien indestructible est toujours là, humain ou animaux.
Si un lien est réel, rappelez-vous toujours qu'il n'est pas régi et ne subit pas les règles de l'espace et du temps, et c'est justement tout ce qui nous entoure et vous aveugle parfois. N'oubliez pas que l'espace et le temps ne s'appliquent plus au-delà de ce que vous voyez, au-delà de votre nuit étoilée. Soyez-en toujours conscients. Fermez un instant les yeux pour mieux regarder. Votre animal a la chance de pouvoir s'alléger de tout cela, s'envoler, sans souci, sans douleur, sans tracas. Là où manger une chaussure est le cadet d'un souci, là où on ne regarde pas constamment l'horloge qui dicte notre façon de vivre et de s'organiser, il a de la chance, votre camarade. Il aura la chance de partir, aimer et peut-être allégé de ses souffrances physiques inutiles. Ce que vous voyez, il le voit aussi. Ces images qui défilent, ces souvenirs heureux, ils sont votre mémoire et ce ne sont pas des images qui sont pourtant physiques dans votre main. Comment pouvez-vous alors revoir aussi distinctement ces souvenirs précieux, comme s'ils étaient juste là, à votre portée, et pourtant sans ouvrir les yeux? Mais maintenant, rouvrez les yeux. Votre animal sent aussi, et bien plus fort que vous, la connexion qui vous relie. Même si nous sommes tentés de pleurer, imaginons un instant le stress de ce départ. Ce que votre animal ressent en ce moment-là, en vous voyant pleurer et vous accrocher si fort. Votre chien a été envoyé pour vous accompagner, vous attendre toute sa vie parfois. Alors à cette vue, votre animal sent qu'il ne peut pas partir serein. Il est inquiet pour vous. Il voit son meilleur ami effondré, douloureux, son meilleur ami, celui qu'il aime plus que tout au monde, et cela lui rajoute un poids. Bah oui, son humain est tellement mal que ses souffrances physiques de chien semblent encore passer au second plan, comme ses balades tout au long de sa vie, lorsqu'il nous attendait tous les jours pourtant patiemment. Pourtant, dans cette ultime ligne droite, il est plus que temps de nous mettre en retrait et de lui parler pour une fois. Car bien que le chien n'en ait que faire de vos longs discours parfois, celui-ci est important, plus que les autres, parce qu'il est rempli de sentiments et de sens, d'amour et de messages importants pour lui. Le message le plus important, n'oubliez pas, et merci. S'il te plaît, ne lutte pas pour moi. Tu as déjà tellement fait. Tu as été là pour moi, et aujourd'hui je suis là pour toi, comme j'ai toujours essayé de l'être. Mon ange canin, merci d'être entré dans ma vie pour me délivrer tous ces messages. Je les ai reçus, et je vais tenter de faire mon mieux. Je suis là, au présent, entièrement. Tu peux compter sur moi. Tu peux t'endormir dans mes bras et t'envoler, pendant que je te raconte une histoire. Je vous raconte ces histoires aux proches présents pour nous soutenir. L'histoire de nos souvenirs. Te rappelles-tu quand tu étais petit et tous ces moments qui n'étaient rien qu'à nous? Oui, le plus dur pour moi devra et sera bien sûr après, mais cela ne t'appartient pas. À ce moment-là, cela ne t'appartient plus. Comme je suis là pour toi, je sais bien sûr que d'autres devront être là pour moi, pour me soutenir, pour me relever, une fois que tu te seras envolé serein et que je m'effondrerai, cloué au sol, pour commencer ton deuil. Bienvenue dans cette histoire. J'ai déjà dit non à Romy pour un sujet vidéo sur l'euthanasie. Je ne me sens pas à l'aise et je suis trop sensible sur ce sujet que je redoute moi-même. J'ai peur de ne pas pouvoir finalement aider les gens avec ce thème. Ce qui va suivre est totalement improvisé. Nous sommes en train de tourner un épisode totalement différent. Romy reçoit un appel au cabinet vétérinaire. Je l'entends parler et poser des questions. Cela a l'air vraiment grave, vu les questions et les réponses au combiné. Je le sais. Je lui dis qu'on peut bien sûr suspendre et qu'elle prenne cette personne en urgence. Et c'est ce qu'elle va faire. Je serai présente au moment de l'arrivée du maître et du chien. Assise au bureau, à côté, en l'attente, je vais aider Romy à faire une radio et constater avec elle les souffrances du chien. Je vais être présente aussi lorsque Romy va expliquer au propriétaire que le chien souffre, bien qu'il le sache. Comme d'habitude, perception ou instinct, Romy devait le savoir. Le propriétaire est d'accord aussi. On demande de laisser tourner la caméra. Je me dis à ce moment-là que ces images seront probablement perdues et qu'elles finiront dans un dossier que je n'ouvrirai plus jamais. Parfaitement inutile. Je vais donc être présente lorsque Romy va expliquer au propriétaire que le chien souffre, bien qu'il le sache déjà. À ce moment précis, je n'aimerais pas être à la place ni du propriétaire, ni non plus de Romy. Et j'ai un profond respect pour elle. Je ne supporterai pas d'être vétérinaire pour cela. Je me dis que je vais quand même laisser la caméra et partir, et que je suis totalement inutile. Mais le chien parle. Il parle beaucoup. Et je reçois plein de messages, d'inquiétude pour son maître. Il est épuisé, mais il lutte. En vain. C'est horrible et j'ai mal au ventre pour lui. J'ai envie de vomir. Il sent que son maître a encore besoin de lui, et c'est extrêmement douloureux à percevoir et à recevoir. Alors le maître m'adresse un mot pendant que je suis avec le chien, et c'est le commencement de quelque chose de totalement improvisé et inattendu. Quelque chose qui va se poursuivre naturellement et finir en étreinte et en remerciement avec le propriétaire. Lorsque le propriétaire m'a pris dans ses bras,
et nous a remerciés avec Romy. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que je m'étais trompée, que Romy avait raison. Ce que nous avons fait était significatif pour ce monsieur. Extrêmement significatif. Pourtant, nous avons juste été présentes, tout simplement. Nous avons écouté. Nous étions curieuses de connaître toutes ces choses de la vie, leurs rencontres, ce que le chien a apporté à son propriétaire, les souvenirs, les bêtises. Je percevais quelques petites brides de comportement dans sa lutte acharnée contre la douleur pour ne pas partir. En dehors de ce cabinet, ce doit être une chienne de fort caractère. Le propriétaire sourit et acquiesce. Effectivement. Et finalement, contre toute attente, le propriétaire est reparti triste mais serein. Il a eu le temps de dire merci, de parler, simplement d'être présent lui aussi. Il a, comme on dit, déposé ses bagages. Il avait sauvé cette petite chienne d'une vie bien misérable. Il a fait le tour de ce qu'il lui avait apporté. Lui aussi était son ange. Il avait tout donné. Il n'aurait pas pu faire plus. L'aventure avait été riche et complète. Chacun avait donné le meilleur de lui-même. Le propriétaire avait simplement besoin qu'on le guide sur ce chemin, aveuglé par le physique et évidemment par sa propre douleur psychologique et sa tristesse. Propriétaire ou ancien propriétaire de chien, je vous souhaite de comprendre cette vidéo avec beaucoup d'amour, de tendresse et de respect. Je vous souhaite de prendre conscience de la valeur du présent en terminant la vidéo et de profiter d'une belle balade ou d'un moment de jeu avec votre chien, avec des yeux nouveaux. Profitez de chaque instant. Je vous souhaite de prendre la décision la plus difficile de votre vie uniquement si elle est nécessaire. Je n'ai pas cette réponse. Votre chien là, écoutez-le et écoutez le professionnel de la santé qui vous accompagne tous les deux. Je vous souhaite aussi de comprendre ce qui vous attend, de penser à ce que je vous ai dit tout au long des étapes de votre deuil. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Pensez à regarder au-delà des nuages et de la pluie. Pensez au ciel étoilé. Pensez à ce qu'il y a derrière. Votre compagnon est toujours là. N'essayez pas de combler un vide qui n'en est pas un, trompé par votre chagrin. N'essayez pas de remplacer un lien qui ne peut pas être comparé et remplacé avec aucun autre. Nous sommes, dans tous ces cas, avec vous, par la pensée. Nous vous envoyons tout notre amour. Vous n'êtes pas seul, alors ne le restez pas non plus trop longtemps. Bienvenue dans SOS Chien. Nous allons accompagner un maître et son chien dans un au revoir médicalement assisté pour abréger des souffrances. De ce côté-là, la tête du chien, les fesses du chien, l'estomac qui est très gonflé, lié à l'air qu'il avalait en allaitant pour la souffrance. Un cœur qui est très gros, on le voit mieux sur l'autre radio. Des poumons, tout ça c'est censé être noir. Hein. C'est censé être noir, donc des poumons dégradés, donc avec aussi des métastases. Donc là on voit bien le cœur qui est gros. Pronostic vital. Très engagé. Et les métastases. Donc c'est sur les poumons, on voit en fait, on voit des formes de boules hein, comme ça, il y en a un peu partout. Donc cette chienne déjà au niveau cutané, hein, elle n'était pas en ordre. Je suppose qu'il y avait une tumeur hein, qui a métastasé là, c'est sûrement un cancer en phase terminale. Elles sont régulièrement pour certains notre raison de vivre et pour d'autres nous insufflent un nouveau souffle de vie, nous gardant parfois en santé. Nos amis les chiens sont des vrais compagnons de vie, je ne vous cache pas, et vous le saurez déjà qu'ils sont aussi les meilleurs amis de l'homme. Oui, mais voilà, malheureusement, et nous en sommes tous témoins, la vie de nos chiens s'avère beaucoup plus courte, généralement, dans l'ordre des choses, que leurs très chers maîtres et maîtresses. Comment se préparer à ce dernier au revoir? Comment doit également se passer ce sujet tabou de l'euthanasie pour être bien accompagné? Ah, c'est compliqué, hein. Trouver les mots justes, c'est chaud. Ça va? Non, ça va pas. Se préparer à cet au revoir qui va... Oh là là, c'est dur. Au revoir. Cela résonne comme un écho en moi. Moi, tu souffles dans cette flûte. Au revoir. Faut souffler, Mélanie.
Combien n'ont pas eu la chance? Cette chance de pouvoir dire au revoir. Vas-y, chauffe-toi la voix, t'as raison. Merci Spike, c'est sympa. J'aurais aimé être là. Le jour où il fallait te dire au revoir. À l'appel du deuil et de la tristesse, nous sommes tous égaux et impuissants. Le jour où tu es parti, j'ai fermé la boîte de Pandore. C'était plus facile pour moi de faire comme si elle n'existait pas. C'était trop douloureux d'entrer partout où tu fus. Alors j'ai déménagé et je suis rentrée à des centaines de kilomètres. Mais ici aussi, tu étais et je t'ai cherché partout sans le savoir. J'ai couru aussi vite et aussi loin que j'ai pu. Je voulais que tu sortes de ma tête, je cherchais ton regard partout où j'allais, j'en devenais folle. Allez, allez, tu vas y arriver. Ça ressemble. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est... Et puis, il fallait que ton départ ait un sens, que la douleur cesse. Alors je me suis enfermée dans le travail. J'ai créé Eduxtucieux. Ma messagerie était sur répondeur, mon esprit était occupé 24 heures sur 24. Il ne fallait surtout pas s'arrêter. Le chagrin allait me rattraper. Et puis mon hier était en réalité il y a 4 ans sur Terre. J'ai fermé la porte pendant 4 longues années. Neji et les autres ne t'ont jamais remplacé. Aucun ne le peut. Je t'ai retenu sans le savoir. Parce que moi-même je suis restée seule trop longtemps. Parce que je me suis fermée aux autres, même si j'étais ouverte à aider. Mais le temps est passé et j'aimerais vous éviter ces erreurs. Alors aujourd'hui, je dis au revoir et je laisse s'envoler mon chien. J'ouvre les yeux sur ceux qui m'entourent. Ceux qui sont partis sont libres, mais ceux qui restent ont encore besoin de nous. Comment se faire accompagner au mieux et se préparer à cette véritable épreuve, étape de fin de vie qui s'avère une autre vie. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de la doctoresse Romy Jonas du cabinet vétérinaire de la Brina pour parler d'un sujet que j'avais difficilement envie de traiter. C'est vrai que c'est un sujet difficile, mais je pense que tu as raison sur le fait qu'il faut en parler. Très peu de vidéos nous permettent d'avoir cet accompagnement, en fait cette parole du vétérinaire qui va quand même être généralement le premier interlocuteur vers cette nouvelle étape. Et aujourd'hui, on va donc discuter de l'euthanasie et de cet accompagnement. Romy, merci de nous recevoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on s'est retrouvés pour tourner un épisode qui était beaucoup plus réjouissant sur le caca. Et très rapidement, nous avons été confrontés à un appel d'urgence. Appel qui traitait justement de la fin de vie d'une chienne dont tu vas probablement nous parler et qu'on va analyser, je pense, également à l'intérieur de cette vidéo aujourd'hui. Romy, étant toi-même vétérinaire, tu es confrontée très souvent à l'euthanasie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment faire le bon choix, comment savoir en fait? Pour moi, le plus important dans la décision de fin de vie, ça va pas être le vétérinaire généralement qui va prendre la décision, mais vraiment le propriétaire. Le propriétaire, il va être en fait le plus à même de savoir si c'est le moment ou pas, en se posant simplement la question, quelle est la qualité de vie de mon chien? On peut même le faire sur le chat et autres animaux, hein, mais quelle est sa qualité de vie? Quelle est la part encore de joie de vivre qu'il a? Quelle est la part de souffrance qu'il a? L'euthanasie, même si c'est toujours un sujet tabou, est pour moi en fait un traitement à part entière. Certes définitif, parce que il n'y a pas de retour en arrière, mais c'est toujours dans l'optique de soulager l'animal de ses souffrances. Quand on en arrive là, c'est que l'animal souffre. Bien évidemment, je parle toujours des cas médicaux parce que il y a malheureusement encore trop d'euthanasie pratiquée pour de mauvaises raisons.
Mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu, mais ça ne devrait pas être le cas dans un monde idéal. On parle ici véritablement d'une euthanasie qui est réfléchie, qui est vraiment, comme tu le soulignes, pour apaiser l'animal. C'est très compliqué parce que je rebondis sur ce que tu dis. Dans ce sujet, on parle vraiment de la vie et de la mort. Et quand finalement l'animal ne vit plus et survit, on peut commencer à entreprendre la démarche de se poser la question pour l'euthanasie. C'est ça. On en parlait tout à l'heure avec le propriétaire du chien qui est venu. Et c'est vrai que en fait, il y a eu une décadence, il y a eu vraiment un élément déclencheur qui a fait qu'en fait, elle est passée de promenade très rapidement, donc en chien finalement qui paraît bien sûr fatigué, pas forcément dans une meilleure forme, mais qui est quand même capable de faire 30 minutes de balade, de manger avec bon appétit. Et finalement, si on peut parler de la vie, généralement, c'est vrai qu'on va penser ça sur un chien, le fait de renifler l'environnement, d'aller se promener, peut-être pas forcément de jouer, mais d'avoir une vie active, de bien manger, de bien s'hydrater. Et à partir du moment où on commence à avoir cette décadence-là... Moi, je donne souvent les comparaisons à mes clients de la grand-maman et du grand-papa. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils doivent mourir. Hein. S'ils ont encore une vie agréable, des joies de vivre, malgré les petits bobos liés à l'âge, et même des fois des plus gros bobos, hein. Enfin, tu en connais quelque chose avec ta propre grand-mère, c'est pas pour autant qu'on doit les condamner. Et ça va vraiment être leur qualité de vie qui vont dire voilà, enfin là c'est le moment. Moi avec une de mes grand-mères, ça faisait 2 ans qu'elle souhaitait mourir, quoi. Ça faisait 2 ans qu'elle me disait, moi j'avais beaucoup de liens avec elle, et elle me disait voilà, enfin moi c'est bon, j'ai vécu ce que je voulais, j'en peux plus, je suis fatiguée. Alors oui, il y a des moments où ça allait, mais je pense qu'elle donnait aussi le change. Tu soulignes quelque chose de très important qui existe aussi chez le chien. On a aussi cette acceptation du maître. Bon, il se préparait, il n'était pas prêt, puisque hier, le statut médical de la chienne n'était pas aussi vraiment, c'était pas aussi grave que telle qu'elle est arrivée. C'était jusqu'à maintenant une chienne gériatrique, donc c'est-à-dire grand-maman, hein, avec ses bobos et ses problèmes. Et là, aujourd'hui, c'était une urgence parce qu'elle a complètement décompensé. Donc en fait, ça a dépassé le stade où elle arrivait encore à lutter. Ça aurait pu finir en agonie. Donc là, elle était déjà en agonie. Maintenant, ça c'est les poumons qui... C'est le cœur poumon qui lâche. Il y a ce parallèle souvent des gens de dire oui, mais la mort naturelle contre l'euthanasie, cette mort artificielle, hein, presque on a envie de dire en comparaison. Et là, je pense qu'il faut être prudent parce que peu d'animaux, humains inclus, meurent d'une naturelle douce et paisible. Très souvent, c'est d'abord de l'agonie. Pour ceux que ça passe bien et qui meurent dans leur sommeil ou enfin sans douleur, franchement, mais quel bonheur pour eux et j'en suis ravie pour eux. Mais malheureusement, c'est pas la généralité. Malheureusement, et même sur les humains. D'ailleurs, c'est encore un sujet qui est très délicat, tabou, hein. Délicat. Pourtant, je pense que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet d'avenir et il faut y penser. On parle vraiment d'agonie, de souffrance, mais est-ce qu'on n'aurait pas à côté de cette souffrance et de cette agonie, justement, cet acharnement, je sais pas si on peut parler d'acharnement du maître. Moi, je le dis jamais assez, un chien entre dans votre vie pour vous apprendre quelque chose, il a un travail à faire avec vous, mais quand vient l'épuisement de ses forces, peut-être que l'animal se dit aussi qu'il a réalisé ce qu'il avait à faire et qu'il est prêt à passer à une nouvelle étape. C'est derrière, hein, parce qu'elle partira pas dans vous. Mais elle va se battre. C'est ça, et moi j'ai pas envie de la pousser. C'est que l'orage, c'est sur la tête, hein. Oui. C'est complètement laissé tomber sur la main. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on trouve comment on trouve les mots? Et on l'a très bien fait tout à l'heure, mais comment on peut essayer de partager ça avec la communauté pour leur expliquer que, voilà, quand c'est le moment, il faut aussi savoir se dire merci. Merci pour ce que tu m'as apporté. Et je te laisse partir. Parce qu'on voit trop souvent des chiens qui sont épuisés, fatigués. Et là, c'était le cas. Vraiment, elle était épuisée. Moi, je pense qu'elle s'est battue un moment quand même. Oui. C'est un mois qu'elle a tiré. C'est pour ça que ça, en fait, ça a vraiment dépassé sa limite d'un coup. Elle est fatiguée de cette scène battue. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est vraiment sa volonté de marcher, de vraiment l'aime. Ah, elle s'est battue jusqu'au bout, hein. Elle s'est
qui avait gardé jusque-là. Parce que de la fabrique, tu as rêvé ça pour avoir un chien qui laisse, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de l'enterrer avant l'heure, ils le laissent en la maison, il fait plus rien. Non, moi mon but c'était vachement d'avoir une poussette, donc les poussette c'était à peu près 2 heures de temps, marcher une demi-heure et presque pousser. Et le chien a besoin, il est directement connecté avec le maître, il a besoin de ressentir qu'il peut partir en fait en paix. Oui, j'en discute toujours avec les gens. J'estime que c'est à eux de décider. Par contre, si moi je pense que l'euthanasie est la meilleure option, je vais discuter avec eux justement pour qu'ils se rendent compte. Et puis moi j'ai les boutons pour aller. Oui, ça c'est l'estomac qui a fait gonfler du coup. Ok. Parce que pour moi, il est inadmissible de faire une euthanasie sans que les propriétaires... Alors déjà, c'est illégal de le faire sans leur accord, mais en leur forçant la main. C'est pour ça, pour moi, ça va être vraiment une discussion avec eux pour qu'ils se rendent compte et qu'ils réalisent que c'est pas eux qui doivent mettre au premier plan, mais leur animal. Et se dire, ok, mais est-ce que vous, dans cet état, vous souhaiterez vivre ou pas? Et en fait, rester sur les questions, parce que chacun aussi a sa façon de voir les choses, et a aussi ses croyances. Tu parles justement de mission de vie du chien. Moi, c'est vrai que j'ai aussi cette croyance-là, avec des croyances de réincarnation. Tu as une vie qui commence pour elle, peut-être plus seconde. On va se réincarner. Ouais, il a eu quand même depuis elle a eu la chance. Ma chérie, une prête ta pote. Sans le lier à une religion, hein, pour moi, c'est vraiment une croyance de l'énergie de l'univers. Enfin voilà, si on peut mettre les mots comme ça. Mais chacun a ses croyances, qu'elles soient religieuses ou pas. On peut pas donner notre vision à nous. On peut expliquer, voilà, pour moi, c'est comme ça. Voilà comment moi, je vois les choses. Mais il faut en aucun cas, en fait, forcer notre vision sur les personnes. Parce que là, ils peuvent aussi très mal le vivre. Et ça peut même aller jusqu'en fait à se sentir tellement forcés qu'ils ne vont plus aller, par exemple, chez un vétérinaire pour aider leur animal, de peur qu'on les dise, oui, mais en fait, il faut euthanasier et qu'on leur force la main. Et là, l'animal, il va aussi en pâtir. Donc, ça va vraiment être une discussion, une réflexion. Moi, j'ai la chance que, généralement, ça se passe assez bien et que les gens, ils comprennent assez vite. Si ils comprennent pas sur le moment même qu'on c'est une fin de vie, je dirais, urgente par rapport à l'animal, j'essaie de faire au mieux pour les soulager au maximum de la douleur. Et rien qu'avec ça, les gens, ils se rendent compte souvent qu'ils souffrent encore et que ça va pas. Et assez vite, ils reviennent pour dire, voilà, non, c'est bon. J'ai compris, mais qu'ils avaient besoin de ce temps. Peut-être aussi, selon comment ils viennent, l'état de l'animal s'est fortement dégradé. Ben, comme pour cette chienne, hein, ça allait assez vite. Mais il y a peut-être une famille, des enfants derrière, qui ont peut-être besoin de dire au revoir, et de se dire, ok, ben, on va essayer de faire au mieux pour vous et pour l'animal, pour en fait vous accompagner dans ça. C'est une perte de membres de la famille. Il y a un deuil à faire et je pense qu'il n'y a aucune honte à le dire. Il y a même des gens qui sont formés maintenant pour accompagner. Si vous avez trop de difficultés, vous accompagner dans ce deuil, vous accompagner dans cette fin de vie de votre animal sans que vous soyez jugé parce que c'était un hamster, parce que c'était un chien. C'est des membres de la famille, on crée des liens forts avec eux. Des partenaires de vie, hein, tout simplement. Je pense qu'il faut pas avoir honte de le dire, il faut pas avoir honte aussi de le concevoir. Ce sont des êtres vivants avec lesquels on se lève le matin, avec lesquels on se couche le soir, avec lesquels on vit des aventures. Alors parfois, bah voilà, c'est la vie aussi, des bêtises. Moi, je pense qu'en vrai, elle aurait eu des forces et le caractère de revenir dessus. Oui, La très voyant probablement. comme ça, je pense Ah, je pense qu'elle avait du caractère. Hein. Ouais, ça se voit. Ça se voit beaucoup. Elle avait l'air d'être... Elle aimait bien se battre pour son école avec les chats. Ça se voit et il lui reste un fond dans les yeux. On reconnaît un petit peu. Et puis d'ailleurs, trop souvent, quand on arrive à ce moment-là, vraiment au moment où il faut se dire au revoir, on aurait presque tendance à se dire finalement les bêtises... tout ça, c'était pas si mal. C'est la vie après. C'est la vie finalement. Oui. Et quand il y a plus de vie, il y a ceux qui l'acceptent parce qu'ils le savent et ceux qui ne l'acceptent pas. Et je pense que le rôle du vétérinaire, qui est déjà difficile parce que c'est toi qui vas vraiment accompagner tout l'acte médical, le chien vraiment vers la fin. On a des étapes, donc c'est vrai que bah du coup on les a vécues. Moi je les ai vécues aujourd'hui avec toi. On a vraiment cet appel où le propriétaire sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais des fois, on est étonné, ça dure très long en fait, ces moments d'agonie. Bah, c'est ça. Moi, j'ai quand même passé. Je suis resté au lit avec elle après 6 heures ce matin. Elle a bien dormi, mais
C'est pour ça qu'après, quand elle s'est réveillée comme ça, elle a commencé à rester propre. J'aurais également lui faire un coup de baguette magique et puis ça m'arrive bien. Alors je rassure, on n'avait pas arrêté vraiment, j'avais confiance d'un petit coup. Ça n'aurait pas été plus mal pour elle au final. Hein. Tu as pris très vite l'animal en charge, tu as fait ce qu'il fallait faire parce que sur le coup, tu n'as pas laissé place au doute, tu as tout de suite fait une radio. Il y a eu cet accompagnement vraiment pédagogique où la doctoresse Romy a vraiment montré les images de la radio. Tu as expliqué les choses concrètement. Voilà, le cœur est anormal, beaucoup trop gros. On a parlé de l'estomac puisqu'il y avait une aérophagie parce qu'elle était tellement en souffrance qu'elle absorbait et elle consommait cet air qui a fait gonfler l'estomac. C'est ça. Et puis il y avait d'autres signes. Et il y avait aussi des problèmes sur les poumons où la majorité des poumons n'étaient plus fonctionnels. Donc voilà, il y a toute une dégradation qui était là. Il est important en fait de discuter, d'expliquer, surtout dans des cas soudains comme ça, pourquoi je parle de cette option-là. Parce que dans son cas à elle, il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Mais dans d'autres cas, il y a plusieurs options possibles. Et dans ce cas, je pense que c'est important, c'est d'expliquer. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je propose telle option ou telle option. Les avantages et inconvénients de chaque option et que les gens puissent réfléchir. Il faut pas les mettre au dos du mur si c'est pas absolument nécessaire. Je pense que pour eux aussi, pour vivre leur deuil, il y a toujours ce moment de te dire, la culpabilité de te dire, j'ai mis à mort un membre de ma famille, j'ai mis à mort mon compagnon de vie. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et dans ces moments-là, ok, oui, mais elle m'a montré ça. Elle m'a expliqué ça. La raison. Remettre en fait l'église au milieu du village au final. Hein. Oui, c'est dur, c'est toujours dur, même s'il y a des raisons et que c'est clair pour la personne. C'est dur, pourquoi? Parce qu'on s'est attaché à ces animaux. Et sinon, ça serait trop facile. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'attachement et qu'ils servent à rien, que ça serait des objets. Pour vous aider aussi à faire votre deuil, il est important que vous compreniez la situation. Elle l'a mentionné, je l'ai vécu. Elle a bien expliqué qu'elle recommandait effectivement, au vu des souffrances de l'animal, l'euthanasie, qu'elle pouvait effectivement aussi lui donner des antidouleurs, mais que ce serait très compliqué, comme tu as dit, les tenants et les aboutissants pour l'animal, puisque t'es pas sur place, donc s'il repart avec des antidouleurs, voilà, on va avoir vraiment aussi ce stress, les allers-retours chez le vétérinaire, les manipulations. Et même dans son cas, par exemple, l'hospitalisation peut être un stress tel que ça va pas. Et puis, j'essaie aussi de voir toujours, j'ai tel symptôme, telle pathologie, si j'arrive à la définir. Et si moi, je peux pas aider, est-ce que si j'envoie chez un spécialiste, chez une clinique, est-ce que eux, ils pourront aider? On a chacun aussi nos limites et je pense qu'il est important de dire, voilà, moi, j'ai atteint ma limite. Voilà les connaissances que j'ai pu mettre à votre disposition. Mais là, je peux pas, je sais qu'il existe d'autres choses, mais moi, je suis pas capable de les mettre en place. Donc, ou j'ai pas les ressources pour les mettre en place. Mais je pense qu'il est important d'essayer d'expliquer aux gens. J'ai eu des cas, justement, dire, voilà, moi, j'étais assez convaincue que c'était la fin, mais qu'il me manquait un peu des éléments du puzzle. Des éléments, voilà, pour l'expliquer concrètement. Là, c'était un cas de tumeur. De l'envoyer chez un cancérologue qui puisse justement montrer, oui, l'euthanasie, parce que ça et ça, la chimio ou autre apportera ça ou ne pourra pas apporter ça et prendre des décisions en fait en connaissance de cause. Je pense que ça c'est très important et je laisse toujours le choix en fait aux gens, du moment que ça reste éthique. Donc pour vraiment essayer de synthétiser et vraiment pouvoir concevoir tout l'ensemble et l'objectif de cette vidéo, on repart vraiment sur la raison. La première chose, c'est se faire bien accompagner, comme on l'a dit, expliquer les choses, puisque s'il vous manque des pièces du puzzle, vous ne pourrez pas correctement peut-être faire votre deuil, vous allez peut-être ruminer, cogiter là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment bien compris. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres possibilités? Non. Alors pour éviter ça déjà, et soulager, on évite vraiment tout quiproquo et on se renseigne, on se fait bien accompagner par un vétérinaire qui va vous expliquer tout ça. Et ensuite, il y a la raison médicale, l'accompagnement, mais il y a aussi pas d'option sur la tristesse. La tristesse n'est pas une option. Elle arrive dans tous les cas. Ça, je pense que c'est le temps qui va faire les choses. Les étapes du deuil. T'en as parlé d'ailleurs quand la personne est partie. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un numéro? Donc, est-ce que tu connais quelqu'un, un numéro pour en parler s'il y a des personnes qui nous regardent où on pourrait communiquer là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, je connais entre autres 2 personnes. Donc, ça s'appelle des doulas. Comme pour les accompagnements de grossesse, il y a des doulas qui sont pour l'accompagnement de fin de vie, mais il y a aussi pour les animaux. Et je connais 2 personnes justement qui peuvent faire cet accompagnement-là. Ça peut être déjà en amont, quand on sait que c'est une maladie ou une vieillesse qui est de plus en plus prenante, on sait qu'on va arriver à ce terme-là et qu'on a besoin d'être aidé et accompagné. Ils peuvent déjà prendre en charge à partir de ce moment-là pour nous aider. Et puis il y a aussi justement pour vivre toutes les étapes du deuil. Il y a encore beaucoup de gens qui ont en fait de la peine à demander de l'aide à ce niveau-là parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. De se dire oui mais bon voilà mais
c'était que un chien, c'était que un chat. Maintenant, je pense qu'il est assez clair, du moins dans notre société, que non, ce n'est pas que un chien ou que un chat ou même que un hamster, qu'il y a vraiment des liens. Il y a justement des personnes qui sont ouvertes pour accompagner dans ce deuil s'il y a besoin. C'est vrai que cette consultation du coup vers la fin en fait a été vraiment en fait, elle s'est très bien passée, c'est ça qui est incroyable. Le monsieur est parti, Avec le sourire. Il nous a remerciés. Ouais. Il a même dit que il avait vraiment eu beaucoup de chance de tomber là-dessus. La chienne avait quand même déjà 16 ans. 16 ans, quand on a la chance d'avoir un animal qui peut porter aussi longtemps la vie, ce qui n'est pas le cas, je pense à tous ces chiens qui sont partis trop tôt, ces chiens qu'on voit sur les groupes, qui ont des cancers à un âge avancé, qui ont un accident avec une voiture qui les fauche. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que quand on a le choix, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de bien quand on a le choix de se dire écoute, t'as une vie magnifique. Ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle a pu avoir une fin de vie heureuse avec vous. Et ça, je pense aussi pour ça qu'elle a lutté jusqu'au bout. Hein. C'est parce que vous lui avez bien rendu ça. Je vois que tu es en douleur, je vois que tu es en souffrance, je peux t'aider. Et c'est finalement ce que la personne a décidé de faire puisque tu lui as vraiment laissé le choix entre les deux. On a d'ailleurs discuté, ça s'est vraiment fait naturellement sur des souvenirs de vie, comment elle l'avait rencontré. C'est une chienne quand même qui a une vie extrêmement épuisante. Franchement, j'ai vraiment une pensée pour lui parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Hein, on peut en parler. Je pense qu'elle a été battue. Il a été battu? Je pense, ouais. Comment tu l'avais trouvé? C'est mon coloc en fait qui travaillait à l'hôtel des patients à Lausanne, puis il a entendu parler des collègues d'un chien qui vivait sur le balcon, qui était un collègue justement. Ils étaient en train d'essayer de le dénoncer, et puis quand j'ai reçu ça, j'ai vu pendant quelques secondes, j'ai été directement sonné chez eux. J'aurais dit écoutez, c'est ça que j'appelle la police, j'apprends direct. Ils se sont même pas battus ces gens-là. Non, ils m'ont laissé la prendre toute seule. Et je pouvais pas attendre une seconde de plus quand je savais si c'était la canicule. En plus sur un balcon. Ouais, mais elle avait pas de niche, c'était juste un coussin par terre, un transfert. Ils ont mieux retourné s'abandonner à la SPA que... Vous, Anna, il y a eu même parce qu'il y a des frais parfois juste avec C'est ça. la SPA. Bon, toi, t'as mangé du harmonie, qui était bien gâté. C'était une chienne qui était enfermée sur un balcon, qu'il est allé sauver, qui a vraiment eu des années épouvantables. Et ils ont passé... J'ai eu beaucoup de chance avec ce monsieur. Ce monsieur a un très grand cœur, je pense, parce que justement, il a récupéré cette chienne, mais il nous a expliqué aussi qu'il a récupéré d'autres animaux. Toujours été des sauvetages. Un monsieur avec un très grand cœur. Et sur la particularité, et on va revenir dessus, Romy a vu sur les radios des métastases. En fait, c'était là. Clairement. Oui, c'est une cardiomyopathie dilatative. Ça se dure sur des années ou c'est vraiment... Ça dépend. Il y en a qui vont assez vite. Ça s'est déclenché vraiment aujourd'hui, puisqu'il nous disait qu'il avait réussi à faire des balades, qu'elle mangeait avec bon appétit, etc. Et on a vraiment comme quoi rien n'arrive par hasard, c'est vraiment arrivé aujourd'hui, on savait pas trop si on allait faire cette vidéo ou pas, parce que moi j'étais gênée de la faire. C'est vrai que je trouve que c'est tabou, c'est difficile, c'est un sujet qui est lourd, on sait pas comment ça peut être interprété de l'autre côté, mais là on avait vraiment quelqu'un elle est passée, elle est arrivée dans ma vie, elle devait arriver dans ma vie, pur amour, parce qu'il y était extrêmement attaché, hein. Vraiment il a arrivé... le petit caractère en plus, incroyable, vraiment incroyable. Là, je pense qu'elle rentre, comme on a dit, dans notre vie pour nous apporter quelque chose, je ne sais pas et j'ai pas voulu le savoir, ça ne me regarde pas. Il a effectivement dit oui, elle m'a apporté quelque chose et oui, maintenant qu'on en parle, je suis prêt. Je suis d'accord, qu'est-ce que c'est vraiment? Et quand ça se passe comme ça, je pense que c'est comme ça en tout cas qu'on peut le résumer et que ça devrait se passer. Oui. Il y a trop de vétérinaires qui prennent le chien. Moi j'ai eu des histoires même sur le terrain, enfin des personnes qui sont dans le chien depuis plusieurs années. Le vétérinaire qui prend le chien, voilà, faut l'euthanasier, bim, qui pique, on n'a pas vraiment le temps de savoir ce qui se passe, ça peut pas nous aider à faire le deuil. Là, il y a vraiment eu un accompagnement qui a été incroyable et t'as pas vraiment mesuré le temps, soyons honnêtes, t'as pas du tout regardé le temps. Pour les euthanasies, je regarde jamais le temps. Tu connais aussi un peu comment je travaille. Pour les euthanasies, pour moi, c'est particulier. D'un côté, je suis contente de les faire parce que justement, je sais que de la façon dont moi je les mène, tu vois, c'est souvent comme tu l'as ressenti, j'ai beaucoup de gens qui sont très contents de la façon dont ça se passe. Et puis tu dégages une aura qui est très calme, très apaisante. Ta voix, tu l'as diminuée. Ça a été vraiment... naturel. Des fois, on va même rigoler. Oui, on a réussi à rigoler. On rigole des fois pendant une euthanasie. C'est vraiment comme une veille funéraire, en fait. Hein. On rigole, des fois, ça arrive même qu'on boit un café. On allait se rendre, Noël, parce qu'elle faisait des sauts, quoi. Elle était heureuse. Ça a l'air d'être un chippie, hein. Il y a un petit cavalier qui vient de naître.
Mais c'est chaque fois comme ça, dès qu'on parle à la maison, on fait des petits sauts en pastille. Ouais, elle est contente. Ouais, très contente comme un petit cœur. Regarde là. J'essaye de dédramatiser en fait ce moment-là au sens où ça reste un moment important, donc le but c'est pas de couper les gens de ce moment-là, mais de le rendre moins pénible. Et ça va être aussi par rapport à eux. J'essaie toujours de piocher par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent me dire, essayer de répondre dessus. Comme il nous a dit, ah ben voilà, qu'il avait un souci, ben je dis, ah ben est-ce que vous voulez m'en parler, est-ce que vous êtes d'accord? Je joue la curieuse. C'est soit ils veulent bien en parler et puis d'un coup ça sort, soit en fait, ah ben non, ils partent sur un autre sujet ou ils disent, oh non, j'ai pas envie. Et c'est pas grave. Il y a des gens, ils ont besoin juste du silence. Ça arrive aussi. Je demande souvent aussi, ben, on l'a fait, est-ce qu'on est présent ou est-ce que vous voulez qu'on ressorte? Est-ce que vous voulez qu'on sorte? Beaucoup demandent qu'on reste, même si on doit être silencieux. C'est vrai qu'il nous a demandé de rester. Beaucoup demandent qu'on reste. Donc là, on la laisse bien s'endormir. S'il y a besoin, je lui rajouterai pour dormir plus profondément. Si vous avez envie qu'on vous laisse avec, vous dites. C'est comme vous souhaitez. Ouais. Sauf si vous partez, je vais pleurer et je veux pas me laisser aller tout seul. Après, une fois qu'elle est partie, il est pas. Ça lui a vraiment fait du bien, en fait. C'est assez incroyable. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait vraiment autant de valeur. Moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire, qui est assez fermé. Je sais pas vraiment comment j'aurais pu réagir, mais c'est vrai que cette personne qui avait l'air d'avoir une complicité absolument exceptionnelle avec sa chienne a senti que voilà, il avait besoin de... Et il y a besoin de laisser des moments de calme justement pour qu'il se recueille avec elle. Et puis, enfin, c'est en observant en fait la personne qu'on sait à quel moment on intervient, à quel moment on se met en retrait. Et ça, je pense, c'est important. Moi, je propose justement donc les euthanasies au cabinet, mais c'est la seule prestation aussi que je fais à domicile. Ouais, vraiment à accompagner au mieux les personnes et l'animal. Alors, ça dépend toujours des situations. Et puis, très honnêtement, du planning, hein, parce que il y a quand même la réalité qui se met là. Enfin, en tant que propriétaire de chien et aussi éducatrice canin, comportementaliste, si c'est possible de le faire, c'est clair qu'à domicile, il y a toutes les odeurs, il y a notre environnement, notre famille, notre foyer. Dieu sait que c'est important, un foyer qui est stable pour un chien aussi. Et ça minimise le stress, c'est sûr. Ouais. Après, ça dépend aussi justement de l'animal et des personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont dit clairement... L'esprit du chien qui reste dans la maison. Non, qui ont eu un autre chien, qu'ils ont dû faire euthanasier. Et parce que le souvenir est tellement dur pour eux, ne veulent plus remettre les pieds chez ce vétérinaire. Le problème, c'est que c'est des personnes... Donc, c'est la façon qu'ils ont de vivre le deuil. Hein. Il n'y a rien à critiquer là-dedans. Ça veut pas dire non plus que le confrère a fait mal son travail. Hein. C'est un traumatisme d'une certaine manière. Hein, c'est un traumatisme. Et imaginons que ces personnes ont fait chez elles. Là, c'est un gros problème parce qu'elles vivent le traumatisme après tout le temps à la maison. Ouais. Il faut pas juger. Chacun est libre de faire ce qui est au mieux pour lui et pour l'animal. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai des fois, c'est en famille, très souvent en famille, les euthanasies, que ce soit au cabinet ou à la maison. J'explique toujours que chacun peut sortir aussi au moment où il veut. Quand il y a des étapes délicates, si vous souhaitez, vous pouvez regarder, mais je vous conseille de retourner le regard. Là, elle dort suffisamment profondément pour que je fasse la dernière injection. Donc, vu que j'ai pas réussi à avoir de veine, je vais la faire directement au niveau du cœur. D'accord. Moi, je vous conseille, c'est pas regarder le moment de l'injection. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Ouais, je t'ai pas bien fait. Moi, je vous dis de toute façon quand l'injection est faite. Hein. Voilà, l'injection est faite. On va attendre que ça fasse effet. C'est déjà fait, là, non? Ouais, elle est vite chez elle. Ça allait très vite. Elle a lutté pour le reste. Elle a arrêté immédiatement de respirer. Voilà, elle nous a quittés. Voilà, ça reste notre animal. Ça peut être choquant à des moments. Enfin, c'est pas simple. À quel moment j'ai besoin qu'il soit dans une position spécifique, à quel moment il peut être dans les bras, et vraiment, on peut vraiment moduler. Je les ai fait aussi en extérieur, dans les jardins. J'ai une dame, c'était magnifique. Alors en plus, c'était la nuit. Je suis allée chez elle, on a fait ça dans le jardin. Elle avait fait tout un cercle de bougies. Enfin, on a passé quand même un bon moment. C'était un moment dur. C'était beau en même temps. Et chacun va le vivre à sa façon. Des personnes ont besoin de sortir. D'autres personnes ne pleurent pas
ne montrent pas d'émotion. Ils ont l'air Ouais, stoïques. ou vont faire comme moi et vont peut-être attendre de rentrer à la maison. Du jour au lendemain, je me suis réveillée le matin, il avait un rôle. Il était froid, il était décédé dans la nuit. Je pense que c'est plus dans l'ordre des choses que ça se passe comme ça, il y a la chance technique. Moi, j'ai vu des petites choses, des chiens qui sont malheureux dans les associations en Espagne qui ne sont même pas sortis un mois. Il faudra juste rester là-dessus. Mais si, en tout cas, elle se laisse partir, c'est qu'elle a terminé ce qu'elle a là. Il faut qu'elle sente qu'elle ait terminé ce qu'elle a à faire, c'est important. Maintenant, on voit, je pense que vous voyez aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a demandé si il avait besoin de se faire accompagner, s'il y avait quelqu'un à la maison, même si pendant le trajet ça allait aller. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui, moi en tout cas, c'est mon cas, vont tout lâcher à un moment, vont prendre sans trop de difficultés, puis vont s'écrouler au moment où en fait ils vont sortir. Mais c'est pour ça, c'est chacun en fait va le vivre à sa façon et c'est très important de le respecter. Il y a 2 événements dans ma carrière qui ont fait que j'ai décidé de travailler comme ça pour ces fins de vie. La première, j'étais encore étudiante vétérinaire et jeune étudiante vétérinaire, j'étais dans les premières années. J'étais en stage, il y a une dame, elle nous amène un chat. Elle nous explique qu'en fait, c'était le chat de ses voisins, mais qu'elle le voyait vraiment mal depuis plusieurs jours. La vétérinaire l'examine et là, on se rend compte que à l'abdomen, dessous, là vers le nombril, il y a un énorme trou, mais un énorme trou, on pouvait mettre la main dedans. Et ça faisait en fait comme un collier à perles qui montait jusque dans la colonne et il était paralysé du train arrière. Il y avait des feuilles mortes, des poils, tout ce qu'on veut dedans. Les propriétaires ont été appelés et c'était expliqué que voilà, pareil là, vu l'état avancé et tous les problèmes et tout, c'était une euthanasie. Elle est venue, la dame, avec donc la propriétaire du chat est venue avec ses 2 enfants. En fait, c'est elle qui n'avait jamais voulu l'amener chez le vétérinaire avant. Hein. Donc c'est déjà un contexte un peu compliqué. Mais là, mis dos au mur, elle est venue, on lui a expliqué, et elle a dit oui, bon voilà, on euthanasie. Les enfants ont clairement demandé de sortir, et la mère l'a dit non. Moi, en tant que stagiaire, il y avait déjà du coup pas mal de monde dans cette pièce. Je suis sortie, j'entendais ces enfants hurler derrière la porte. J'avais vraiment cette image ils sont tenus là par la peau du cou et qui essaient de courir. Et je les entendais hurler, qui voulaient sortir. Chez les enfants, on fait généralement attention qu'ils gardent une image de vie à cet âge-là. J'aurais dit entre 7 et 10 ans les enfants. C'est là où les traumatismes. Et hurler qui veulent sortir. Ça peut créer des traumatismes qui sont assez violents. Donc là, clairement, il faut connaître son enfant. Mais moi, si tu me donnes l'opportunité, c'est clair et net que je te dirais qu'un enfant doit rester sur une image de vie, quoi. Eux, ils ont demandé de sortir. C'est pas comme s'ils sont restés muets ou quoi, ou qu'on leur avait posé la question. Ils ont spontanément demandé de sortir. Et ça a été refusé. Et ça, c'est la première chose que je me suis dit, non, je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça. Toi, en tant que vétérinaire, mais... tu as le pouvoir maintenant de dire à cette dame, par exemple, si elle revenait demain dans ton cabinet, non, madame, je refuse que les enfants dans ces conditions restent, ou est-ce que c'est exclusivement la mère qui peut choisir Heureusement, ça s'est jamais reproduit pour moi. Mais je pense que je dirais non, c'est mieux pour les enfants de sortir. La raison qu'a eu cette mère, honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a certains aussi qui ont cette espèce de poids de dire c'est honteux de sortir à ce moment-là. Qu'on doit rester digne, c'est ça, et dans cet esprit-là. Donc, ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Honnêtement, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a marqué beaucoup. Ah, c'est marquant, c'est très marquant. Le deuxième événement, en fait, qui m'a fait pratiquer de cette façon-là, comme tu as pu voir, je fais d'abord toujours une anesthésie et après seulement je fais l'injection finale. Ça se passe comme ça, c'est je vais lui mettre un cathéter, donc c'est une voie veineuse dans la patte, et je vais lui mettre pour faire une anesthésie, pour qu'elle relâche, qu'elle s'endorme, qu'il y ait les douleurs en fait qui partent. À partir de ce moment-là, après, je peux faire la dernière injection finale qui va en fait arrêter son cœur. Généralement, ça va très bien comme ça. Il peut arriver, dans des cas où ils sont dégradés, que les veines des pattes, soit j'arrive pas à les avoir, soit elles sont tellement fragiles que je peux pas les utiliser. Dans ces cas-là, je fais une première injection au niveau du muscle, pareil pour l'endormir. Et après, une fois qu'elle dort vraiment bien profondément, je fais l'injection directement au niveau du cœur. Je fais de toute façon d'abord par la patte. Je vais vous dire à chaque étape, ok, est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire ci ou ça. Si vous avez besoin de temps avec elle, n'hésitez pas à le dire. D'accord? Donc voilà.
Et j'ai trouvé ça parfaitement normal, mais tu m'as dit que on ne faisait pas toujours... Non, honnêtement, maintenant, la majorité de mes confrères le font aussi. La majorité. Malheureusement, il y en a encore certains qui ne le font pas. Franchement, la grande majorité le font maintenant. Moi, ça me paraît tellement normal. Le chien s'endort et c'est apaisant, quoi. J'ai eu l'expérience chez un vétérinaire. Donc, j'étais employée à ce moment-là. J'étais déjà vétérinaire. On faisait le bétail et les petits animaux. Et j'avais ce chien... à euthanasier et les gens, eux, ils se sentaient pas de rester. Faut savoir que moi, dans mon fonctionnement, et que le lien aussi que j'ai avec l'animal, je reste, je l'accompagne, je l'aurais aussi sédaté et tout ça. Oui, je sais. Je sais. Je prépare pour l'instant, ma chérie. D'accord? Je dis je l'aurais parce que j'avais préparé du coup mes seringues, comme ça j'étais prête. Et là, mon patron arrive, il prend la seringue d'euthanasie, la plante dans le chien, injecte et il dit c'est bon quoi. Et là je le regarde et le pire c'est qu'il était même pas sûr que c'était le bon chien. Et voilà pourquoi on fait cette vidéo, non? Ouais. Aussi pour essayer de faire comprendre aussi aux gens qu'il y a des pratiques qui sont pas normales. Voilà, c'est pas un acte anodin, c'est un acte qui doit être réfléchi. C'est très important quand même. Voilà, je pense qu'il faut vraiment en discuter avec son vétérinaire quand on voit que le chien effectivement commence à affaiblir un petit peu, même pas trop attendre pour se préparer, parce que je pense que si on n'est pas prêt et que c'est pris au dernier moment, c'est aussi peut-être beaucoup plus compliqué de faire le deuil. C'est plus dur parce que c'est plus soudain. C'est comme quand on dit oui, mais moi, s'il y a un accident, je ferai comme ça. C'est toujours facile à dire à l'avance. Souvent, quand ça se passe, c'est pas comme ça. Mais au moins, on peut essayer de se préparer et de se poser la question, ok, quelle est ma limite? Quel moment je mets pour dire, ok, là, c'est bon moment? Ou enfin, avoir un peu ces réflexions-là déjà et observer du coup son animal. Se dire, voilà, bon, là, oui, il a des douleurs parce que il a de l'arthrose ou quoi, mais il a encore plaisir quand j'arrive ou plaisir de faire, même ces 10 minutes de balade, mais il a du plaisir et c'est au quotidien. Ça va. Mais après, si on peut se poser... Moi, j'ai des cas où je demande, OK, quelle est la proportion de plaisir? Je sais pas. Bon, OK. Est-ce que quand vous rentrez, il a l'air content, même s'il se lève pas? Non. OK. Oui, mais quand je lui donne une friandise, il est content. OK. Combien de fois vous donnez la friandise? Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Est-ce que si c'est le seul moment de bonheur, une fois toutes les 2 semaines, un moment de friandise, est-ce que ça vaut la peine? Et en fait, ça va, de nouveau, c'est toutes ces réflexions et de se dire, ok, voilà la limite pour moi. Est-ce que je souhaite rester? Est-ce que je souhaite pas rester? Est-ce que je souhaite récupérer les cendres ou pas? Qu'est-ce que vous souhaitez pour son corps? J'avais une petite question, je sais pas si c'est une demande, je sais pas si c'est possible, mais ce serait possible, regarde. Est-ce que je veux faire un petit rituel? Est-ce que je veux que on soit toute la famille? Est-ce que... Parce que, attention, et bien évidemment, là on est en train de parler d'une euthanasie où la chienne avait 16 ans. Ça s'est fait normalement, il n'y a pas eu de choc, de traumatisme. Il a eu... Qui fait qu'elle a tenu comme ça. Elle a duré aussi longtemps avec la vie qu'elle avait. Et je pense vous l'avez maintenue en santé parce que voir la promener 30 minutes et faire comme si, en fait, de rien, t'as laissé vieillir... c'est super. Vraiment, en tout cas, je serais très heureuse que le chien tienne jusqu'à 16 ans, je te le dis. Au début, je sais pas trop, elle prenait comme ça longtemps, et puis après, je me suis rendu compte quand elle était dans le jardin, il a eu beaucoup de chance d'une certaine façon dans sa malchance, parce que ça reste toujours quelque chose de triste. On a parlé toutes les deux en même temps du fait de rentrer, de prendre un verre avec des amis qui connaissaient la chienne et de parler en fait de ces moments de vie, de souffle de vie qu'elle a insurgé en fait dans leur quotidien, plutôt que de rester sur finalement rien. La mort, la tristesse. Et je pense que c'est important, surtout quand on a un chien. Moi particulièrement, je le vis en tant que propriétaire de chien, et vraiment il n'y a aucune connotation éducation canine, comportementaliste. Je vais pas rentrer dans de la technique. Je vais juste vous dire vraiment mon point de vue, c'est qu'ils sont tous rentrés pour nous apprendre des choses. On a vécu des aventures que personne d'autre que nous n'a vécu. Ce sont des choses qui nous appartiennent, ce sont des choses du quotidien. Et c'est important de revenir dessus et de faire le point et de se dire, voilà, on a vécu ces années-là, il s'est passé ça, moi il m'a apporté ça, si vous êtes en couple, toi qu'est-ce qui t'a apporté? Oh tu te rappelles, ça peut arriver, c'est bête parce que un chien n'est pas toujours parfait. Quand elle a fait telle bêtise, voilà, quand elle a fait des bêtises, mais tu sais, c'est au début, dans ma carrière, c'était vraiment les bêtises, non.
hop, on travaille, on éduque. Et maintenant, en vieillissant, il y a cette petite Ça donne passion. ce charme aussi. Hein. Ça a cette petite passion, ce charme, cette personnalité qui fait que c'est votre chien en fait. C'est pas le chien de tout le monde. Ouais. Et ces petites choses-là, pour moi, elles commencent à prendre de plus en plus d'importance. Alors, il faut les travailler, bien évidemment, mais je les vois plus comme une tare, quelque chose de négatif. Non, j'ai l'impression vraiment que c'est un tout. Et puis, travailler ensemble, ça nous apporte aussi, nous, personnellement, des choses. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se remémorer ça. Romy, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce sujet? Moi, sur ce sujet, j'aimerais revenir sur 2-3 choses qui sont pas par rapport à l'acte comme ça s'est passé aujourd'hui. La première chose, c'est que j'aimerais quand même partager que un vétérinaire, quand il fait ses actes, il peut paraître tenir bon, réussir, parce que c'est des actes quand même très émotifs. Quand c'est pas notre animal, on arrive à se mettre une barrière. Quand c'est les nôtres, on n'arrive pas. Moi, c'est le jour où c'est mes chiens, je serais effondrée. À aucun moment, je serais vétérinaire à ce moment-là. Et je ne pourrais même pas la pratiquer moi-même. Je peux même pas imaginer le prévoir. J'ai que récemment intégré que mon grand chien, il n'est pas immortel et ça m'a déjà mis 100 tues dessous. Alors que pour dire, je suis vétérinaire, je sais que c'est pas immortel, mais de l'intégrer parce que c'est mon chien qui m'apporte justement énormément. Donc voilà, ça je pense que c'est important de le dire, que c'est pas parce qu'un vétérinaire peut-être vous paraît froid qu'il l'est forcément. C'est peut-être juste sa barrière à lui. Je t'avouerais même pour l'avoir vécu, parce que franchement c'est vrai que je vois pas mal des trucs dans ton cabinet, soit c'est l'euthanasie, soit derrière il y a eu l'autopsie. Il y a eu l'autopsie qu'on a fait ensemble. Chez les pompiers, je pense que je comprends ce que tu essayes de dire. On a aussi on aurait l'impression qu'on prend les choses à la rigolade. Mais en fait, pas du tout, mais on a besoin en fait de ça. On a besoin de ça. C'est pour se protéger aussi. Hein. Pour travailler, on a besoin de ça, sinon on s'effondrerait, il y aurait plus de pompiers en fait, c'est juste plus possible. Donc il faut aussi cette légèreté. Et puis même quand on va chez un vétérinaire, j'imagine qu'on s'attend pas à ce qu'ils font dans l'arme. Oui. Sinon, mais là, on s'écroule, on peut plus. On a besoin aussi de quelqu'un de fort. On peut avoir un vétérinaire qui va avoir justement les yeux qui mouillent, une petite larme, mais à aucun cas, ses émotions doivent dépasser celles du propriétaire. Sinon, c'est la fin, quoi. Pour moi, ça serait la fin. À aucun cas. Ça peut être même insultant pour les gens. Nous, qu'on voit cet animal de temps en temps, de prendre et presque se faire rassurer du coup par les propriétaires. C'est pas possible. Ça va pas. C'est pas possible. Donc, on se met des barrières. Bien évidemment qu'il y en a qui nous touchent plus que d'autres. Ça dépend aussi des moments où on est, de l'histoire qu'on a avec eux, de ce qui met en résonance par rapport à notre vie aussi. Mais c'est tout comme dans tous nos métiers, hein, j'ai envie de dire, le métier d'éducateur canin comportementaliste, on en a déjà parlé avec des centaines de personnes. Quand on a un chien agressif qui arrive, qui nous cartonne immédiatement, bien évidemment qu'on va rigoler, qu'on va mettre de la légèreté, qu'on va mettre les gens à l'aise, qu'on va les accueillir. Mais ça va de soi en fait. On pourrait pas dire oh mon Dieu mais vous vous rendez compte comment il est agressif, oh mais mon Dieu mais quelle catastrophe, mais ça met pas les gens à l'aise, on peut pas faire ça. Et puis les gens qu'on a derrière qui s'attendent à ce qu'en fait on soit fort, qu'on puisse prendre en charge le problème, qu'on puisse driver, conduire les personnes et être une personne, si je puis dire, de confiance. Une personne qui s'effondre n'est naturellement pas une personne de confiance parce qu'elle perd ses moyens en fait finalement. C'est ça. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un vétérinaire. Alors comme tu dis qu'il a une larme à l'œil après, et puis il a quand même pris, c'est lui qui prend l'acte sur ses épaules. C'est ce que je t'ai dit, t'as des épaules qui sont très larges parce que au moment du jugement, c'est vrai que c'est toi qui a pris la vie. C'est pas le propriétaire en lui-même. Toi, t'as été une passerelle en fait entre les deux, et c'est un métier qui est extrêmement difficile. Et je pense que s'il y a des futurs vétérinaires qui nous regardent, c'est pas juste tout rose tous les jours, ça clairement. Du peu que j'ai vu, c'est clairement pas tout rose. Et là encore, je dirais, dans le cas comme ça s'est passé aujourd'hui, c'est presque apaisant parce qu'on libère la chienne. Et c'est aussi justement un sujet que je voulais venir parce que je pense que sur cette émission, c'est important d'en parler. C'est de tous les cas d'euthanasie hors médicale. Qu'est-ce que j'entends par là? Pareil, heureusement, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. Une personne qui voulait se débarrasser de son chien, pour moi, c'était non. Alors après, elle aurait pu me mentir, hein, voilà, mais cette personne, en l'occurrence, partait pour 3 jours pour raison professionnelle. Il avait un vieux chien qui devait sortir tous les 4 heures. Et madame refusait de le sortir tous les 4 heures. Et du coup, a demandé l'euthanasie. Alors j'étais très jeune vétérinaire à ce moment-là. J'ai la colère qui est montée.
Et d'autant plus qu'il avait le chien avant madame, j'ai dit, ah ben c'est madame qu'on doit euthanasier. Alors, j'aurais pas dû, parce que c'est ni le lieu, ni la place. C'est les émotions qui prennent la place. J'aurais pas dû, clairement. Mais ça reste pour moi que c'est pas des raisons justifiées de mettre fin à une vie. C'est comme si on disait, ah ben l'enfant, ah ben il y a personne pour le garder, je l'euthanasie, on en refait un autre après. Enfin, c'est pas acceptable. C'est pas de toute façon, dans tous les cas. D'ailleurs, là, par contre, ça, on parlera vraiment du jugement quand ils se regarderont dans un miroir et à la fin où on fera les calculs, parce que nous aussi on y passera aussi indéniablement. Et je pense que voilà, tu m'as lancé la balle, je suis obligée d'en parler. Je ne suis clairement pas pour les euthanasies des chiens agressifs. Alors je conçois qu'il y ait des éducateurs canins qui n'y arrivent pas. Ça a pu être effectivement le cas si on est malade, si on ne peut pas prendre en charge et tout ça, mais dans ce cas-là, on réfère. Et si on n'a personne à qui référer, je pense que on se renseigne, on trouve toujours quelqu'un. Je peux concevoir que ce soit difficile, je peux concevoir qu'on ait envie de dire je ne peux plus, j'abandonne, j'ai mis mes forces, je n'ai plus la force, parce que Dieu sait qu'il faut de la force pour arriver à porter ce chien avec nous et l'emmener vers des jours meilleurs, parce que c'est tout un combat finalement. Et c'est des compétences aussi. Mais un problème de comportement ne justifie pas la mort d'un animal. On est régulièrement confronté à ça, à des personnes qui s'écroulent sur le terrain et qui nous expliquent que s'ils avaient su avant, que si, que ça. Et on a encore le cas d'une personne aujourd'hui qui ne prend pas des cours chez nous. Il a décidé de ne pas prendre de cours. Il a gardé un chien qu'il a en plus voulu sauver d'une dame qui l'aimait énormément et ne pouvait plus s'en occuper. Pour des raisons médicales. Elle a fait donc adopter cette chienne, puisque c'est une chienne. La personne l'a pris en charge et ne voulant pas payer la pension, ne voulant pas investir dans le chien ni investir dans des cours, a décidé de faire euthanasier la chienne. Et je trouve cela répugnant et non professionnel. Je suis désolée, de la part du vétérinaire qui a dit oui. On parle d'une chienne, attention, jeune, en bonne santé physique, qui a de l'appétit, qui fait des belles randonnées, qui est vraiment une joie de vivre, mais qui n'est pas chez le bon propriétaire. Je sais de quel cas tu parles. Effectivement, je la connaissais aussi, je l'avais déjà croisée, cette chienne. Magnifique. C'était pas justifié. J'ai aussi des gens qui ne sont pas clients chez moi. Alors, je prends toujours beaucoup de temps pour discuter avec eux, parce que là, souvent, on ressent quand même, et je préfère partir sans rien demander plutôt que mettre fin à une vie. Mais ça peut malheureusement, j'espère pas, mais malheureusement s'il m'arrivait des gens qui me chantent très très bien le pipeau et que ça correspond à la clinique que moi je peux voir. Pour les problèmes de comportement, dans l'idéal, je serais d'accord avec toi. Je ne souhaite en aucun cas euthanasier un chien, même agressif, humain. Je ne souhaite pas l'euthanasier. Parce que j'estime que c'est l'humain qui l'a amené dans ce parcours de vie-là. C'est parce qu'on le ferait pas non plus pour un enfant. On le placerait en foyer, on demanderait de l'aide. Mais on n'aurait pas idée de faire ça pour... C'est tellement gratuit. C'est gratuit, c'est une solution de facilité. Pourtant, des solutions de facilité, il en existe. Il y a des organismes, il y a des personnes. Je peux concevoir que c'est plus compliqué de placer un chien qui a des problèmes de comportement, mais il y a des organismes pour ça, il y a des personnes qui répondent, il y a des personnes qui dédient leur vie et on pense vraiment très fort à elles parce que nous aussi, on a 3 chiens qui ont été abandonnés devant notre porte, mais voilà, plutôt que de les laisser mourir, on se donne à fond. C'est notre métier. Nous, notre métier réellement, c'est de se sacrifier. Je pense que tu me connais, on se sacrifie pour les chiens. Il n'y a pas de mesure. Et heureusement qu'il y a ces personnes-là. Ces personnes-là mettent justement tellement de cœur et d'énergie qu'elles s'épuisent. Et dans les éducateurs canins, et ça j'espère vraiment que ce sera entendu, qu'il faut revoir la formation. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, trop peu d'éducateurs canins sont aptes à récupérer ces chiens dangereux. Quand je dis récupérer, c'est pas récupérer à titre personnel, c'est de pouvoir travailler avec les gens de manière adéquate. Et là, je parle bien évidemment pas de collier électrique ou autre, ça reste respectueux de l'animal, mais de lui montrer justement les bons chemins, même si ça peut rester un chien un peu compliqué, mais qui sera gérable au quotidien. Les chiens agressifs, c'est l'humain qui les a amenés là-dedans. La majorité, c'est par peur et c'est par réaction à ce qu'on leur a proposé. Et donc, nous sommes les fautifs, mais pourquoi ça serait à eux de payer? C'est clair. Mais malheureusement, on est à bout dans les personnes à qui référer.
Moi, je sais, tu sais bien que moi, je te réfère facilement chez toi. Nous, à un mais moment si donné, par exemple chez toi, je veux dire, c'est un métier qui... Je suis limitée dans les possibilités chez qui référer. On ne peut plus. C'est simple. On en a discuté dans l'équipe. On a passé des semaines à recevoir des dizaines et des dizaines de chiens agressifs. Alors, on peut prendre des chiens agressifs, ça, c'est pas un problème. Maintenant, il y a tout le travail de construction qu'il y a derrière. Ça veut dire amener des personnes à venir pour travailler sur les personnes. Parce que nous, au bout d'un moment, on ne se suffit plus à nous-mêmes. On doit faire intervenir des personnes. Et il y a ce souci de ressources humaines qu'on va mettre en œuvre qui fait qu'on a des capacités limitées, et aussi nos chiens, parce qu'on utilise, tu le sais, moi j'ai utilisé pendant des années mes chiens, mais nos chiens, même s'ils n'ont pas d'impact physique parce qu'on les protège et tout ça, cumulés, cours après cours, avec des chiens réactifs, avec des chiens agressifs, il y a un psychologique aussi derrière. Et le problème, c'est qu'on est dans un métier où il y a des besoins. On n'a pas de concurrence. Et tout le monde parle de concurrence, mais il n'y a pas de concurrence dans notre métier. On a besoin de personnes qui soient qualifiées, des personnes qui se serrent les coudes, des personnes qui puissent dire « Écoute, voilà, je connais, tu as les avis aussi qui sont importants. On a ce bouche à oreille, aussi les vétérinaires. Moi, je sais que je travaille avec beaucoup de vétérinaires, et je me suis déplacée, je suis allée voir, j'ai eu des entretiens, comme des entretiens clairement d'embauche, et c'est important. Il faut passer le mot et tout ça. À l'heure actuelle, on collabore avec une seule entreprise, tu la connais, c'est mon professeur, un de mes professeurs, et à un moment donné, tu le sais, médicalement, quand je ne suis plus en mesure de venir en aide aux autres, ça a été le cas là récemment, la première fois depuis, je crois, 4 ou 5 ans, on réfère. On envoie les vidéos, on transmet, on accompagne les personnes, parce qu'en fait, dans nos métiers à nous, on n'est pas, nous, concernés. On aide les autres. Et il faut avoir ce recul nécessaire de se dire, ma personne n'est pas importante. Mes formations sont importantes, mais jusqu'où, en fait, je peux aller? Et à ce moment-là, et tu l'as dit tout à l'heure pour un autre cas, notamment sur l'euthanasie, quand t'es pas sûr qu'il reste quelque chose, on réfère. Et là, on a vraiment un gros problème dans notre métier là-dessus. On déborde. Chacun à la limite de ses compétences. Je pense qu'il n'y a pas de honte de dire ça dépasse mes compétences. Et que ce soit vétérinaire ou éducateur canin, juste que chacun soit clair sur qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas. Et des éducateurs canins, pour ces chiens difficiles, pour raison X ou Y, il y en a besoin. Et il y a aussi besoin, effectivement, parce que ça aussi, un problème que tu rencontres, des propriétaires qui s'investissent. On a besoin des propriétaires qui s'investissent. C'est une vraie plaie quand on reçoit une personne qui va, en fait, ni plus ni moins déposer ses bagages sur nous, en fait. Ça va vraiment être, je viens, voilà le chien, tenez, résous. Mais c'est pas un robot, en fait. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Il y a cette notion de éducateur canin, mais pas programmateur. On n'est pas programmateur de logiciel, en fait. On a les bonnes réponses. On analyse. Ces bonnes réponses ne se basent pas sur des connaissances générales. On utilise nos connaissances générales, mais il y a toute une analyse individuelle, notamment au vu de l'histoire du chien, pour comprendre quels sont les maillons qui ont fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Nous, on est là pour vous aider. Maintenant, c'est clair qu'on peut plus. Il y a trop. Non, mais c'est ça. Il y a trop. Et c'est là, en fait. On a des personnes qui viennent de Zurich. Est-ce que tu te rends compte de Zurich? On a des personnes qui font de France 2h30, 3 heures pour 1 heure de cours. C'est juste pas possible. À un moment donné, des éducateurs canins, soyons honnêtes, il y en a de partout. Mais où sont-ils réellement? Où sont-ils? On n'a pas de témoignages. On n'a pas de contact, on n'a personne en fait. Donc je comprends aussi d'une certaine manière les vétérinaires qui se disent... Si on prend un exemple, j'ai un chien hautement agressif qui vient. Les propriétaires veulent pas abandonner le chien, mais veulent faire les choses. Si toi, tu ne peux pas le prendre en charge, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais pas à qui le référer. Après, la question, à ce moment-là, elle vient de se dire, oui, ce chien, on peut sûrement l'aider, mais je sais pas qui. Eh ben, on fait quoi? On se donne beaucoup, mais il faut que les gens, ils le fassent aussi, et il faut qu'on a besoin, et je rappelle vraiment, on a besoin d'éducateurs canins qui travaillent aussi ces chiens difficiles, agressifs, congénères. Il y a beaucoup d'éducateurs canins, ou de personnes qui se disent éducateurs canins, mais tu peux pas être légitime. D'accord? Si tu n'as pas de témoignages, si tu ne mets pas en avant ton travail, c'est juste impossible à l'heure actuelle de se dire
à l'aveugle, je te confie cette personne. On est les premiers à le vivre sur le terrain. On vous voit quand vous arrivez, que vous avez fait 5, 6 éducateurs canins, que les méthodes sont différentes, qu'il y a encore des outils coercitifs, disons-le. Franchement, il faut être honnête. Maintenant, il existe des solutions. Le seul problème actuellement, ce sont les ressources humaines et comme tu l'as mentionné, la formation qui n'est clairement pas à la hauteur des besoins. Non. Même moi, les vétérinaires, généralement, se déplacent sur mon terrain. Essayer de trouver ce qu'on a chacun nos compétences. Tout en et sachant je pense que le assis couché, voilà. ça, c'est pas du comportement. C'est beaucoup, c'est facile à faire. Mais vraiment, c'est comportement important. Là, on parle vraiment de comportement. Voilà, clairement. je suis en formation pour devenir comportementaliste. S'il y aura besoin de médiquer, ça sera possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'outils avant qui peuvent être mis en place. Ça, c'est évident. Voilà. Maintenant, n'oublions pas qu'un éducateur canin transparent, cohérent, comme c'est chez nous le cas, on a les vétérinaires qui se sont déplacés chez nous. On a les affaires vétérinaires cantonales qui sont venues voir notre travail, que ce soit sur un cours en groupe, que ce soit avec des chiens agressifs, des chiens qui ont des troubles du comportement, de la poursuite. On a les vétérinaires qui se sont déplacés. Et je pense à Elena, par exemple, qui regarde peut-être cette vidéo. Elle s'est pas déplacée, me semble-t-il, une fois. Elle est venue, elle a envoyé ses clients, et ses clients ont eu un retour vers le vétérinaire pour expliquer que tout se passait bien et tout ça. Et ça, en tant que vétérinaire, c'est aussi important. Oui. Avoir les retours. Donc, si vous estimez que vous n'avez aucune ressource, que voilà, votre travail, il est pas non plus nickel, pitié pour les chiens. Ne vous lancez pas non plus dans ok, j'y vais, j'ai besoin de clients, je me fais le truc comme ça. Là, on parle vraiment de cas graves. Des cas qui peuvent mener des personnes à entreprendre le sujet de cette vidéo, une euthanasie, alors qu'il y a des solutions. On parle vraiment de chiens à haut risque. Les personnes n'allaient pas envenimer les choses parce que les personnes aussi, dans un autre sens, en arrivent là, faute de solution. Dans cette vidéo, je pense que c'était important de venir dessus, du moins ça me tenait à cœur. Tu m'y emmenais, donc j'y suis allée. Parce que oui, dans un monde idéal, je ne veux pas faire d'euthanasie pour des raisons de comportement. Mais dans la réalité, par le manque de ressources, à court de moyens, on peut être mené à faire cette euthanasie plutôt qu'attendre qu'il arrache la tête d'un enfant, qu'il arrache la tête d'un adulte, hein, ça peut arriver. Certains chiens sont dangereux à ce point-là. Pour aider ces chiens et ces personnes, et on parle pas là de business ou de quoi. Il n'y a pas de business et tout le monde devrait faire ça. Il y a une passion, il y a un amour du travail. C'est nous n'avons pas réussi, on vous redonne les moyens d'aller vous faire aider ailleurs. Et avec une référence qui est réfléchie. Je veux dire, franchement, ne nous mentons pas, en 2024, on sait très bien vers qui on réfère. Éducateur canin, passionné, formez-vous chez les bonnes personnes, s'il vous plaît, pour qu'on soit plus et que justement les rares personnes qui font ça ne soient pas épuisées parce que vous serez plusieurs sur qui on peut s'appuyer. Et assumez, surtout assumez vos échecs. Assumez vos réussites, c'est bien, hein, mais assumez aussi vos échecs. Il n'y a pas de honte, nous sommes humains. Le fait d'assumer les échecs, et je vais le redire, la chose principale à prendre en compte, c'est le chien. On s'en fout de vous. On s'en fout. Vous pouvez faire des erreurs. On fait tous des erreurs. J'en fais, t'en as fait. On en fait tous, vraiment. Même les meilleurs en font. Mais il y a cette remise en question qui est nécessaire et le fait de se dire « Ok, je le fais pour le chien. » Parce que le chien, c'est mon métier. J'ai décidé de faire ce métier pour aider les gens. J'ai décidé de faire ce métier pour aider les chiens. Si je n'arrive pas à aider les gens et les chiens, je réfère. J'accepte que je ne suis pas à la hauteur. Et là, franchement, si déjà on avait ce petit bout de chemin, déjà ça aiderait beaucoup. Oui. On a ensuite la formation et on a bien évidemment, et je vais le dire aussi pour les éducateurs canins qui nous regardent, qui seraient éventuellement compétents et tout ça, on a les propriétaires. Avoir un chien agressif, penser à une euthanasie, ça veut dire que ça va déjà loin. Ça veut dire aussi qu'on faiblit. On imagine qu'on n'a pas les ressources nécessaires, qu'on n'a pas la force. Et à un moment donné, il faut pas avoir honte aussi de dire pour lui, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir le prendre en charge, quelqu'un qui va pouvoir mener ce travail de longue haleine et l'amener vers des jours meilleurs. Alors si cette personne c'est vous, super, vous mériterez derrière tout le bonheur qui va vous arriver et je ne vous souhaite que ça parce que des solutions, il y en a. Et je sais que ces solutions demandent un travail. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens vont faire 1 heure de cours et penser que tout s'arrête à cette heure de cours. Mais non, en fait, c'est du quotidien. C'est votre vie qu'il faut changer. C'est votre vie qu'il faut... Et c'est difficile, c'est comme d'arrêter le café, arrêter la cigarette, mettre des choses en place. Mais le chien,
il peut éventuellement trouver une personne qui peut l'aider. Et on l'a vu, hein. Moi j'ai des tas d'histoires où les chiens étaient extrêmement agressifs, nouvelle vie et du bonheur, quoi. Du bonheur, on en a plein des témoignages, on en a plein. Mais laissez-leur cette chance. Laissez-leur cette chance. L'euthanasie, quand elle se passe aujourd'hui, elle est normale. Oui. Ça peut pas... J'ai envie de dire, c'est triste, parce que comme je l'ai dit, la tristesse n'est pas une option. Elle arrive, et puis ensuite, chacun, on fait notre deuil comme on peut. D'être triste, ça rappelle aussi qu'est-ce que c'est le bonheur. C'est tous les contrastes, hein. C'est comme le beau temps, le mauvais temps. Quand il y a tout le temps soleil, on se plaint qu'il fait chaud, qu'on grille, que machin, qu'il n'y a pas d'eau. Quand il pleut, on se plaint qu'il pleut. Mais en fait, l'un et l'autre vont ensemble pour se rappeler les choses. Le bonheur, la tristesse, la colère, toutes ces émotions. C'est la vie. C'est normal, c'est la vie. Et la vie, je suis désolée, quand elle est sur un animal en bonne santé, même comportementalement, et là je suis complètement d'accord, il peut avoir des facteurs neurologiques. On va vraiment parler de psychiatrie et de choses vraiment qui rentrent dans ton domaine. Je pense qu'il y a des traitements, il y a des choses, sinon il n'y aurait pas votre métier qui existerait aussi. Il y a vraiment des solutions. Ça peut arriver peut-être que vraiment un cas gravissime où on se dit, là vraiment, je sais pas, je fabule, mais ça touche le cerveau, il n'y a pas de traitements qui ont été mis en place, c'est extrêmement dangereux pour les gens. Là oui, effectivement, on va encore une fois expliquer, on va démontrer, mais là quand il s'agit de comportement, sur un chien en bonne santé, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Clairement. Et après, justement, sinon, on part vraiment dans le médical. Hein. Imaginons une tumeur au cerveau qui enlève l'inhibition complète. Hein. Je veux dire aussi non-gestion des morsures et tout ça. Ça devient un chien extrêmement dangereux qui peut pas être réglé sur le comportement parce que c'est médical. Soit on a médicalement de quoi l'aider, soit là, une euthanasie, je pense, se justifie parce que médicalement, c'est pas possible. Et bien sûr, on va pas discuter de le chien qui est extrêmement vieux, qui commence à avoir une démence sénile, qui arrive plus à reconnaître ses propriétaires, qu'il est mort, qui regrette après. Ou qui est agressif parce qu'il a des douleurs. Exactement. Et dans ce cas, faut l'aider sur les douleurs. Exactement. Hein. Là, on parle vraiment de... en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, je pense, derrière un écran, mais de notre quotidien, en fait. Ouais. Des chiens qui se font euthanasie à tout va, quoi. À tout va. C'est pour ça que je parle beaucoup, justement, quand j'ai des jeunes chiens, des chiots, je parle beaucoup déjà d'éducation et de comportement, parce que je pense que si tout est pris en amont, il y aura beaucoup moins de problèmes, parce que les gens seront au courant des besoins. Ça peut se faire aussi sur des chiens que vous adoptez, comment on réfléchit pour que ce soit le chien adapté à notre mode de vie, ou qu'est-ce qu'on est prêt à faire. C'est tout un cheminement. Vous pouvez vous faire accompagner même avant justement d'adopter un chien, si vous n'êtes pas au clair, par des éducateurs qui vont vous aider en fait à cibler quel type de chien correspondrait à votre mode de vie, pour que ça se passe au mieux. Et pour clôturer là-dessus, on va revenir sur le dernier cas d'euthanasie gratuite qu'on a eu. Il s'agissait donc d'une malinoise qui a été adoptée par une famille qui ne s'est pas renseignée sur la race, qui avait de l'amour, c'était pas un problème, qui a été dépassée. La malinoise est donc devenue réactive à certains moments, etc. La famille a essayé de trouver des solutions très loin, hein, ils habitaient très loin en France, n'en a pas trouvé. Les éducateurs canins n'ont pas été à la hauteur, ce qui a conduit la famille à replacer la chienne pour lui donner une seconde chance. La chienne a été adoptée par une personne en Suisse, personne qui est venue nous consulter juste pour voir en fait le premier jour de la chienne comment ça se passe. On a découvert, toute l'équipe, et on a les images, une chienne adorable, carrée, extrêmement bien, mais qui était accompagnée par une propriétaire qui était de base craintive, peureuse, un peu stressée, qui savait pas vraiment ce qu'elle devait faire. Ce qui fait que ça a influencé en fait la chienne avec cette personne-là. Et la personne, en récupérant cette chienne, n'était pas non plus adaptée puisqu'elle ne voulait pas prendre de cours, puisqu'elle ne voulait pas financer ses cours, ne voulait pas payer de pension, mais elle avait besoin de partir à droite et à gauche en ne pouvant laisser la chienne. Et on a vraiment tout cet engrenage qui va se mettre, donc vraiment mauvais choix d'adoption peut-être, parce que cette personne aurait pu être heureuse peut-être avec une autre race. Le malinois étant encore, je le rappelle, un chien magnifique. Et cette perle, c'est vraiment une chienne, une perle quoi. Vraiment, j'aurais pas eu 8 chiens, je te dis, je l'adoptais. On a vraiment ensuite, encore une fois,
par-dessus les éducateurs canins qui ont fait n'importe quoi, la personne qui avait déjà du travail à faire sur elle-même, une chienne qui est réadoptée par une personne qui croit s'y connaître mais qui n'y connaît absolument rien, on lui montre par A plus B que la chienne n'est pas réactive, qu'elle est incroyable, elle avait un potentiel incroyable sur tous les niveaux, le sport, le comportement, l'obéissance, on fait passer des gens, tout le monde peut la toucher, elle va vers les gens, elle est heureuse, ça se passe extrêmement bien, tout va bien, puis on a cette personne qui se dit bon bah je vais me débrouiller, elle décide en déménageant d'aller voir deux éducateurs canins qui ne vont pas comprendre la chienne, ça va commencer à faire effet boule de neige, la chienne va repartir dans ses travers parce qu'elle est conduite par une personne qui n'a pas confiance en elle dans le sens où elle ne connaît pas ce qu'elle fait un petit peu n'importe quoi, et on a ensuite ces deux éducateurs canins qui ne connaissent pas non plus leur travail correctement, qui vont conseiller l'euthanasie, les deux éducateurs canins disent l'euthanasie, donc la vétérinaire récupère la chienne et pique, tout simplement. Et là, on a toute la suite des merdes, excuse-moi du terme, des merdes qu'on vient de mettre sur le tapis pendant les dernières minutes. On a vraiment tout l'engrenage. Et malheureusement, on manque pas d'exemples. Certains qui vont pas jusqu'à l'euthanasie, mais d'autres sont référés pour être médiqués. Et qu'en fait, avec 2-3 exercices, en moins d'une semaine, le chien est en ordre. Je ne prends pas de chiens médiqués. Alors bien sûr, on prend des pincettes là-dessus, s'il y a un problème neurologique, un vrai problème. Et d'ailleurs, je demande toujours l'avis d'un de mes vétérinaires. Je ne vais pas travailler sur des médicaments. Je veux travailler sur le fond du problème. Je veux voir le chien tel qu'il est, à l'intérieur. Sans artifice. Sans artifice, en fait. Ça, c'est notre métier. Je ne vais pas prendre un chien médicamenté si j'estime, et ça n'est pas encore arrivé, pour te dire, sur plus de 5000 et quelques chiens. Et on en a eu une quantité astronomique d'agressifs. Il n'a pas eu ce moment où j'ai dit « Ok, je pense qu'il faut qu'on médique ». Il y a un certain nombre d'éducateurs canins connus. Nous, on a c'est vrai, certains points de leur travail. Je pense qu'il n'y a pas tout qui est à jeter à la poubelle, mais il y a certains points qu'on peut utiliser. En fait, faire un mix de tout. Là, la force que tu as, justement, comme tu dis, tu es allé chez plein d'éducateurs canins, plein aussi justement des connus. Et en fait, t'as pu regrouper les connaissances et mettre, même si c'est qu'une toute petite dose de celui-ci, beaucoup de celui-là, il y a quand même cette boîte à outils qui s'est élargie. On a besoin de cette boîte à outils. Et ça, je pense, c'est très important. Je pense aussi en tant que propriétaire de chien, quand vous allez chez un éducateur, buvez pas tout comme ça, sans réfléchir, ayez un esprit critique. Et ça, je pense, c'est très important. Eh bien, je pense qu'on va arrêter là, quoi. Là-dessus, un esprit critique. On a vraiment fait le tour de beaucoup de choses. Je pense que c'était important. T'as bien fait. Moi, j'avais pas trop envie d'aller dedans parce que tu sais que c'est émotionnel chez moi. Mais c'est un sujet émotionnel. C'est quelque chose qui est très lourd à vivre au quotidien en tant qu'éducateur canin. Et que le chien finit vers l'euthanasie, c'est un truc qui est, juste pour moi, je peux accepter beaucoup de choses. J'ai beaucoup de mal, et tu le sais, beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal parce que c'est pas correct. On a vu la démarche de l'euthanasie dans le sens accompagnement, dans le sens correct. Et ça nous aide peut-être, ça aidera aussi les personnes, j'espère, à repérer, à se préparer aussi. Et si c'est déjà passé à être accompagnées, puisqu'elles ne sont pas seules là-dedans, on est tous propriétaires de chiens et on a tous le droit, on l'a dit, la tristesse n'est pas une option. Mais voilà, si ça peut aider à se dire, je me prépare correctement, sans stress, je trouve un vétérinaire adapté, et puis aussi, j'arrive à jongler avec la décision ou pas la décision. Dans tous les cas, vous prendrez les décisions qu'il vous faut, mais s'il vous plaît, sur le comportement et l'agressivité, si ça peut faire quelque chose cette vidéo, par pitié, n'en arrivez pas là. Pas pour du comportement. Pas pour du comportement, pour de la santé. C'est ça. Et si vous êtes éducateur, s'il vous plaît, formez-vous pour qu'on ait justement plus d'épaules sur qui se reposer. D'ailleurs, tu parles d'éducateur canin, mais vétérinaire comportementaliste est aussi un métier en voie de disparition, faut le savoir, en Suisse. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile d'une telle manière que ce soit. Si vous avez besoin de partager, de déposer vos valises, vos souvenirs, de partager quelque chose d'important pour vous sur ce sujet et sur votre compagnon canin, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On se réjouira toujours de lire et on est en pensée tout du moins très fort avec vous. À bientôt dans SOS. Au revoir. Ce qu'il faut vraiment être conscient, c'est que dans la majorité des cas, la mort naturelle est horrible. Ouais. C'est vraiment une mort en agonie. Les morts, en fait, où ils s'endorment et ils se réveillent plus,
C'est peut-être quoi, 10-15% Ouais. seulement. Moi, je crois que je préfère faire partir comme ça. Vous avez combien de chiens à la maison? Les 4. Ah, ça fait beaucoup. C'est que des chiens de sauvetage. Ouais. Ah non, c'est votre mission de vie en fait. Alors je sais que ça va pas être facile, mais pour accompagner les autres, il faudra un petit plus dans la gamelle, un peu plus de temps de balade. Oui, Je veux pas qu'ils associent en fait son départ à quelque chose de négatif et qu'ils vous voient chuter quoi. Sinon ça va être trop dur pour Non, eux. c'est clair. Il faut vraiment que j'atteigne le coup. 16 ans, c'est une belle fille. Moi, j'aime mieux qu'elle vient de jusqu'à 16 ans. Moi, je prie que les autres aient aussi que Moi, je suis sûre qu'elle va avoir une nouvelle vie. Moi, tu vas je suis après, sûre qu'il se réveille dans un autre endroit et qu'après la mère, elle peut partir. T'imagines la chance, elle est immense après. Moi, je vois ça comme ça. Toi qui as fait de la communication même, dis-toi que l'esprit reste quelques minutes avant de partir. C'est variable. Moi, de mon expérience, certains qui partent tout de suite parce qu'ils sont complètement prêts. D'autres qui ont besoin de temps. Ça peut être de quelques minutes à quelques jours. C'est plus lié au propriétaire. C'est plus lié au propriétaire en fait où ils suivent plutôt le propriétaire généralement. C'est parce que tu n'es pas prêt encore aussi à savoir qu'elle C'est ça. Et puis même des fois ils ont besoin un peu de s'assurer que ça se passe bien et puis que vous sentez mine de rien sa présence avant de partir. J'avais beaucoup de mal à accepter de faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle va pouvoir, déjà pas qu'elle va vous plaire, parce que l'objectif c'est pas de plaire aux gens, c'est clairement de les accompagner, de les comprendre. Moi j'espère qu'elle va vous être utile. Plutôt utile et surtout qu'ils puissent faire la démarche de se dire aussi, je pense que c'est important aussi de dire si un vétérinaire a été peut-être un peu trop brusque, d'avoir ces choses-là et de se dire qu'il existe aussi des vétérinaires où ça se passe en fait normalement quoi. C'est ça. Parce que c'est pas quelque chose, on pense que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais si on le prévoit, qu'on se renseigne et qu'on fait les choses correctement, je veux dire, ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que ça doit se passer dans tous les cabinets. En fait, c'est pas normal que ça se passe autrement. Donc, si vous avez besoin d'en discuter, peut-être simplement d'en parler, parfois je pense que ça fait du bien. N'hésitez pas à nous raconter votre histoire.